À mon tour de me présenter, Brigitte Van Tigelen, bien enrhumée, mais là malgré tout. Donc je suis physicienne et historienne et je me consacre à l'histoire des sciences, en général l'histoire de la chimie. Et je travaille pour une fondation, une institution américaine qui se focalise sur l'héritage et l'histoire de la chimie qui est basée à Philadelphie. Alors, comme l'a rappelé la petite capsule vidéo, vous avez une seule présence féminine au Conseil Solvay de 1911. Notons en passant que c'est aussi une des rares qui travaille. Les autres posent pour la photo. Et le parcours de Marie Curie en 1911, bien qu'elle ait déjà reçu son premier prix Nobel, est loin d'être un parcours aisé. En effet, quand elle naît en 1867 à Varsovie, la maison natale est maintenant le lieu du musée Curie. Elle naît dans une famille qui met un très grand poids sur l'éducation et la connaissance en général. Son père est enseignant, mais elle vit aussi dans une Pologne qui est sous domination russe. Et donc l'accès pour les femmes à l'éducation supérieure est extrêmement complexe. Elle fait un pacte avec sa sœur, Bronia, ça c'est Marie Curie, Mania comme on l'appelle dans la famille. Elle fait un pacte avec cette sœur en disant « Nous allons étudier à Paris, toutes les deux. Toi, tu travailles d'abord pour me payer les études. Bronia était plus âgée. Et dès que j'ai fini, je t'invite à Paris et c'est ton tour. » Et c'est effectivement ainsi qu'en 1891, Marie Curie arrive à Paris, loge chez Bronia, qui est maintenant docteur en médecine, qui est épousé à un docteur en médecine polonais lui aussi, et commence des études de physique et de mathématiques. Elle s'installe relativement vite seule et elle passe avec brillamment en 1893 la licence en physique et en 1894 la licence en mathématiques. Notez, elle n'est pas chimiste. Elle est le haut point, je dirais, de sa vie à Paris, c'est la rencontre avec Pierre Curie, dont voici la famille, qui est une famille extrêmement liée. Cette famille-là aussi très fort consacrée à la science et à la technique. Pierre et Maurice ont même une petite affaire d'instruments scientifiques qu'ils développent et qu'ils créent. Cela viendra bien à point au moment où Marie décide d'étudier les tout nouveaux rayons, qu'on appelle les rayons Becquerel, qui sont émis par les sels d'uranium. Au moment donc, où elle décide d'en faire le sujet de sa thèse de doctorat, Pierre lui invente un appareillage qu'on verra ici, qui lui permet de quantifier le phénomène. Marie épouse Pierre, c'est un compagnonnage, un partenariat d'une solidité étonnante et qui traverse tout le spectre de leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'il y a un engagement à collaborer scientifiquement, il y a un engagement politique, il y a un engagement pour une vie simple et consacrée à la famille. Et elle passe sa thèse brillamment en 1903 avec un titre qui est simplement « Étude des rayons Becquerel », puisqu'à ce moment-là, on ne parle pas encore de radioactivité. Et en 1903 aussi, intervient le prix Nobel de 1903. Alors là, il y a une petite discussion et je pense que c'est important pour vous de savoir comment Marie fut la première femme à obtenir un prix Nobel. En effet, on avait découvert, c'était Henri Becquerel qui avait découvert les rayons en question, mais c'est effectivement Marie qui avait consacré sa thèse de doctorat avec l'aide de Pierre. Au moment où la première nomination arrive à Pierre, il est nommé moitié-moitié avec Henri Becquerel. Et il a écrit très fermement
au comité Nobel en disant « Écoutez, c'est elle qui a fait sa thèse, elle a signé plusieurs articles complètement seule, je n'accepte pas ce prix si elle n'y est pas associée. » Et c'est ainsi que le soutien de Pierre pour Marie en fit la première femme qui reçut le prix Nobel. À partir de là, me direz-vous, tout devrait bien se passer, le couple de scientifiques qui est révéré par toute la France. Malheureusement, en 1906, un accident de la route, Pierre décède. Et Marie va continuer seule l'œuvre de Pierre. Elle reprend le cours que Pierre donnait en Sorbonne. Elle n'est nommée professeure qu'un petit peu plus tard. Lui, il avait été depuis longtemps. Et elle continue son travail sur la radioactivité. C'est ainsi qu'en 1911, elle est invitée au Conseil Solvay, le premier du genre, le Conseil physique. Mais c'est une année non sans difficulté. En effet, l'année est fortement assombrie pour Marie par ce qu'on appelle l'affaire Langevin. Marie est veuve, elle s'entend bien avec Paul Langevin, très bien, c'est de nouveau une sorte de compagnonnage à tous les niveaux, mais à ce moment-là, elle devient l'étrangère, la veuve dangereuse qui brise le ménage purement français de Paul Langevin, au point qu'à un moment donné, il a été question on lui a écrit, de la part du Conseil Solvay, on lui a écrit en lui demandant, s'il vous plaît, étant donné les remous autour de votre personne, pourriez-vous ne pas venir au Conseil Solvay? Ce qu'elle a refusé fermement. Même chose du côté du prix Nobel. Elle reçoit à ce moment-là le prix Nobel seul, cette fois-ci c'est le prix Nobel de chimie, pour la découverte du polonium et du radium qu'elle avait effectué au cours de sa thèse avec Pierre. Et là aussi, il y a toute une difficulté et Marie tient bon envers et contre tout. Elle dit ça, c'est ma vie de scientifique et ma vie de femme n'a rien à voir avec ces affaires. Sa fille, elle a le grand bonheur d'avoir une de ses filles, elle a 2 filles avec Pierre, une de ses filles qui est bien connue, qui va d'ailleurs épouser un physicien Joliot, donc Irène Joliot-Curie, elle a le bonheur d'avoir sa fille comme collaboratrice. Et en 1933, miracle, au Conseil Solvay, il y a 3 femmes. Vous me direz, c'est loin d'être encore la majorité. Marie, qui est dans la dernière année de sa vie, sa fille Irène Curie et Lise Meitner, une Autrichienne. À ce moment-là, on ne discute plus de radioactivité naturelle, mais de radioactivité artificielle, c'est-à-dire une radioactivité qu'on induit dans des substances chimiques qu'on bombarde avec différentes particules. Et les physiciens sont très intéressés par les phénomènes, dont certains qui ne s'expliquent pas. C'est ainsi que, petit à petit, on va découvrir la fission nucléaire. Mais avant, petite parenthèse sur Lise Meitner. Lise Meitner a un parcours très contrasté quand on le compare avec celui de Marie Curie. Elle naît à Vienne, dans une famille bourgeoise, relativement aisée, et dans un pays qui vient d'ouvrir ses portes, dont les universités viennent d'ouvrir leurs portes aux femmes. Et donc, elle peut commencer des études de sciences, ce qu'elle fait brillamment. Elle a, par exemple, Ludwig Boltzmann comme professeur, et s'intéresse à la radioactivité, elle aussi. Il faut savoir que la radioactivité était un champ disciplinaire dans lequel beaucoup de femmes travaillaient. Elle va travailler avec Stephen Meyer, et dans ce laboratoire, l'Institut du Radium, il y avait l'habitude de créer des binômes, si je puis dire, un mentor masculin et une assistante féminine. Donc vous voyez la hiérarchie qui règne. Lise Meitner a la possibilité de partir à Berlin, travailler chez Max Planck, dont vous avez entendu parler juste lors de la capsule. Et là, ce n'est plus une hiérarchie mentor-assistante ou mentor-élève, c'est un partenariat à armes égales, en tout cas dans la paillasse ou dans le laboratoire, avec Otto Hahn,
ici, on le voit là aussi. Ils commencent d'abord à travailler dans un laboratoire en sous-sol parce qu'on n'a pas beaucoup d'estime pour ce qu'ils font. Mais petit à petit, Otto Hahn grimpe dans la hiérarchie. Il est même nommé directeur. Et Lise Meitner a la permission d'aller travailler chez Otto Hahn, mais sans salaire. Néanmoins, les choses se profilent un peu mieux à l'horizon grâce à sa persistance et aussi à sa détermination et à ses qualités intrinsèques. Lise Meitner obtient une place de professeur associé à Prague. Soudain, à Berlin, on se rend compte qu'on a là une perle et qu'on n'a pas assez mise en évidence, et on crée un département dont elle devient la directrice. Attention, on se situe dans une période de l'histoire de l'Allemagne qui est extrêmement libérale, et donc cette brève éclaircie pour la position de la femme en sciences et dans d'autres aspects de la société va malheureusement s'étioler avec la montée du nazisme. Bon, la position de la femme est meilleure, en effet, mais comme le montre ici une réunion à Berlin, les femmes restent extrêmement minoritaires. Lise Meitner prend un chemin parallèle et donc a des activités de recherche tout à fait différentes de celles de Otto Hahn, jusqu'au moment où ils travaillent de nouveau ensemble sur la radioactivité artificielle. Ils finissent par produire la fission, mais par ne pas la comprendre. En 1934, ils la produisent et il faudra attendre 4 ans, 1938, pour vraiment comprendre le mécanisme. Pour comprendre ce mécanisme, ils s'en sont mis à 4. Il y a Lise Meitner, Otto Hahn et 2 autres, dont je vous montrerai le portrait ensuite. Mais 1938, c'est aussi un mauvais moment en Allemagne, surtout quand on est d'ascendance juive comme les Lise Meitner. Et Lise Meitner quitte l'Allemagne pour la Suède. Ceci est une reconstitution de la table d'expérience qu'on pouvait trouver autrefois dans le Deutsches Museum et qui maintenant n'est d'ailleurs plus exposée. C'est pour vous montrer la simplicité du matériel, la simplicité apparente du matériel avec lequel une très grande découverte a été faite. Lise Meitner part en Suède. Finalement, elle terminera sa carrière à Cambridge. Ce sera une enseignante et une communicatrice hors pair. C'est aussi une personne sans aucune rancune. Beaucoup de gens, à la fin de la guerre, lui ont écrit pour lui demander de témoigner en leur faveur, comme quoi il n'avait pas été trop nazi. Et quand on voit ce qu'elle a dû faire, ce qu'elle a dû sacrifier, et l'élégance avec laquelle elle a aidé d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas fait la même chose pour elle, c'est absolument remarquable. Là où malheureusement une autre injustice fut commise, c'est qu'en 1944, donc on est vraiment à la fin de la guerre, Otto Hahn reçoit seul le prix Nobel pour la découverte de la fission nucléaire, alors qu'en réalité il s'agissait du travail de 4 personnes, certainement Otto Hahn, mais aussi Lise Meitner et Fritz Strassmann, autre chimiste, ainsi que Otto Frisch, le neveu de Lise Meitner, qui l'a aidé à produire une explication théorique. Alors ces parcours contrastés, qui ont leur jour de gloire et leur jour de peine, sont les parcours de femmes extrêmement déterminées, passionnées par ce qu'elles font, qui s'emparent d'un sujet, d'un défi et le retournent dans tous les sens, mais c'est aussi le parcours de personnes qui n'œuvrent pas seules. La science ne se fait pas seule, et dans le cas de Marie Curie, si on s'intéresse aux femmes en sciences, on doit inévitablement s'intéresser aux partenaires de vie qui soutient cette passion, qui soutient le temps qu'on consacre aux sciences, et alors aussi au réseau. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce cadrage des 3 photos. On trouve plus facilement celle du couple, alors qu'en réalité, ils avaient autour d'eux toute une série de collègues qui les ont soutenus dans leurs recherches. Ici, il s'agit de Gustave Bémont, c'est le chimiste oublié de l'histoire de la radioactivité. Tout ça pour vous dire qu'il y a les minorités féminines, mais il y a aussi la minorité
de tous ceux qu'on ne voit pas apparaître et qui pourtant produisent jour après jour les résultats scientifiques sur lesquels nous établissons nos connaissances aujourd'hui. Je vous remercie.